C'est un incendie impressionnant qui a ravagé ce jeudi en milieu d'après-midi le bâtiment du magasin Monsieur Bricolage à Pontchâteau. Les clients, les commerces alentours et une vingtaine d'habitations ont été évacués. 95 pompiers étaient encore sur place en fin de journée. 2000 mètres carrés sont partis en fumée. Le feu serait d'origine accidentelle provoqué par un des salariés. Le jeune homme brûlé au second degré a été évacué par hélicoptère. C'est pour l'heure la seule victime recensée. La circulation était encore très perturbée en fin de journée. Après les universités d'été du PS, la fête de la Rose est à son tour annulée. Elle devait se tenir ce week-end à Nort-sur-Erdre. C'est le traditionnel rendez-vous de rentrée des socialistes du département, auquel participent chaque année des têtes d'affiche nationales. Et c'est Fabrice Roussel, le patron du PS de Loire-Atlantique, qui a décidé d'annuler. Il y avait des menaces de manifestations sociales violentes et le site n'était pas sécurisable, nous a-t-il expliqué. Les commerces du centre-ville de Nantes impactés par les manifestations du printemps seront indemnisés, mais les conditions et les montants sont insatisfaisants selon eux. Des vitrines brisées, des conflits à répétition, c'était au printemps dernier à Nantes, les manifestations contre la loi travail, un coup dur pour les commerçants du centre-ville. 3 mois après, l'État annonce des aides financières à condition d'avoir subi une diminution du chiffre d'affaires de 30% pendant les 4 mois de manifestation. Une baisse continue de 30% sur la période globale, mais vous imaginez, c'est pas possible. On a au global sur ces périodes-là, on peut estimer avoir entre 5 et 15%. Certains ont plus, on est bien d'accord, mais ça représente une minorité. Une minorité de commerçants qui pourront recevoir un maximum de 3 000 € s'ils peuvent prouver ce préjudice de 30%. La circulaire vient du ministère, du Premier ministre, donc on nous a bien indiqué qu'il n'y avait pas de possibilité d'autres recours, que c'était ça et basta. Les associations de commerçants ont adressé un courrier à Manuel Valls et espèrent obtenir un accord, d'autant plus qu'une autre manifestation est prévue jeudi prochain. Il y a l'appréhension de la rentrée avec des risques de débordement, il ne faut pas se voiler la face. On a bien vu qu'il y a 15 jours, un samedi soir à 22h, il y a eu la dégradation au Galerie Lafayette. Donc oui, on appréhende. Si l'État reste sur ses positions, les commerçants déposeront un recours en justice, mais la procédure risque d'être longue et coûteuse. La gendarmerie de Rezé lance un appel à témoins ce jeudi. 2 adolescentes ont disparu de la Fondation des apprentis d'Auteuil à Bouguenais lundi après-midi. Meryl et Julie ont été géolocalisées quelques heures après dans le quartier Bellevue à Nantes, mais leurs portables sont désormais hors service. L'hypothèse d'une fugue est envisagée. Toute personne susceptible d'aider aux recherches peut contacter le 02 40 75 65 26. Fumetti, cela veut dire bande dessinée en italien. C'est le nom d'une association qui vient tout juste de s'installer dans des locaux à la Manufacture de Nantes. Maison Fumetti, c'est une association qui a été créée il y a 6 mois, un peu plus, au tout début de l'année, fin 2015. Et l'ambition de cet asso, c'est 2 choses. C'est d'un côté de mettre ensemble, de fédérer toute la scène nantaise. Alors, toute la scène, c'est toujours un peu ambitieux, mais le plus large possible, la scène graphique et bande dessinée, surtout nantaise. Et puis la deuxième ambition de l'association, c'est de rendre tout ça visible. C'est pour ça que nous, on voulait absolument un lieu qu'on a trouvé ici à la Manufacture pour pouvoir faire des expositions, pour que les gens puissent venir rencontrer les auteurs, pour qu'il y ait soit des auteurs pour présenter leur travail, soit les auteurs qui viendront travailler ici. Nous, on ne voulait pas faire un lieu sur la bande dessinée sans qu'il y ait des livres sur place. Et puis là, les gens qui viennent à Maison Fumetti ont en parallèle, en consultation, tout le fond de la médiathèque. C'est vrai que pour un auteur qui débute comme c'est mon cas sur Nantes, ce lieu représente beaucoup de choses puisque tout simplement déjà avoir un bureau et sortir de chez soi pour aller au travail, c'est plutôt agréable. Enfin ça va l'être en tout cas j'imagine. Moi ça fait 1 an que je suis à Nantes et que je travaille à la maison. Et c'est vrai qu'il y a des auteurs qui s'en sortent très bien comme ça, mais moi je sens que j'ai besoin d'une dynamique d'atelier et d'être avec d'autres auteurs pour partager nos différents boulots, quoi.
Le voyage à Nantes 2016 s'est achevé le 28 août dernier. Avec plus 5% de nuitées enregistrées sur la ville, les organisateurs sont satisfaits de cette nouvelle édition. Écoutez Jean Blaise au micro de Julien Herpin. Ça a explosé, le Jardin des Plantes, c'est sur 2 mois, je crois, plus de 500 000 visiteurs. C'est un compteur, donc on ne se trompe pas. Les machines, la cour du château, tout ça est stable. Et puis, des petits bijoux comme la cabine téléphonique transformée en aquarium, qui a fait vraiment le buzz à Nantes, avant de connaître une fuite. Bon, voilà, on sent qu'aujourd'hui, aussi bien les Nantais qui se sont habitués au voyage et qui l'attendent et qui nous attendent au tournant chaque année, avec des petites polémiques comme celle de la place du Bouffay, avec cet immense mobile qui s'apparentait au chantier des travaux du tramway. Bon, la cabine téléphonique, je l'ai dit, mais aussi la très belle exposition du Gentil Garçon au Palais d'Aubray, qu'on a rouvert alors que ce palais était fermé depuis quelques années. Voilà, c'est ça aussi le voyage à Nantes, et des œuvres qui restent. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que petit à petit, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, dans 5, 6, 10 ans, on n'aura plus besoin de l'événement parce que la ville sera devenue tout le temps, à longueur d'année, une ville créative. Julie est autiste, porteuse du syndrome d'Asperger. La Nantaise vient de sortir une bande dessinée sur ce syndrome. Jean Annex l'a rencontrée. En fait, c'est une lectrice de mon blog qui m'a contactée, Fabienne Vasselet, qui est elle-même maman de 2 garçons Asperger et qui travaille dans l'édition, qui est éditrice freelance. Et elle m'a dit, voilà, j'aime bien ton blog, j'aime bien comment tu écris, et j'ai cette idée de BD depuis un moment à faire sur le syndrome d'Asperger. Qu'est-ce que tu en penses ? Et j'ai dit banco, parce que j'avais envie de me raconter, j'avais envie de raconter mon histoire, mais j'avais pas envie de faire un énième témoignage sous format livre. Je voyais pas trop bien ce que je pouvais apporter de différent. Donc j'ai trouvé l'idée de la BD vraiment excellente, et c'est comme ça en fait que le projet a démarré. Donc vous êtes atteinte du syndrome d'Asperger. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas une déficience intellectuelle, c'est pas un handicap. Qu'est-ce que c'est ? Alors déjà moi j'ai tendance à dire porteuse, parce qu'effectivement pour moi voilà, c'est pas une maladie, il n'y a rien de pathologique là-dedans. En fait c'est une différence de fonctionnement, c'est une façon différente d'être au monde, c'est une forme d'autisme légère, caractérisée par des difficultés sociales et de communication et ce qu'on appelle des intérêts spécifiques, c'est-à-dire des passions qui nous prennent beaucoup de temps et dans lesquelles on investit beaucoup d'énergie et dans lesquelles bien souvent on devient expert. C'est une façon différente d'être au monde, mais qui peut être handicapante dans un environnement où la majorité des personnes ne sont pas autistes et sont neurotypiques ou non autistes. Donc c'est une différence de fonctionnement, mais qui peut être handicapante. Simplement, je me fatigue très vite, notamment au contact des autres. Donc là, typiquement, l'interaction qu'on a ensemble aujourd'hui, elle va durer, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Suite à ça, j'ai encore un autre rendez-vous. Après, j'ai encore une autre interview. Et je peux vous assurer qu'une journée comme aujourd'hui, je vais mettre plusieurs jours à m'en remettre, quoi. Donc voilà, donc il faut bien comprendre que pour 1 heure de socialisation, par exemple, il me faut 1 heure de repos derrière. Et ça, forcément, les personnes non autistes, pour elles, c'est tellement naturel d'échanger et d'y prendre du plaisir, et même ça les rebooste, que c'est difficile à envisager. Mais ça, c'est une façon très concrète d'expliquer en quoi c'est différent pour moi dans la vie de tous les jours. Pour les personnes non autistes, l'échange social, il est intuitif, il est naturel. Vous êtes né naturellement avec tous ces codes sociaux implicites, alors que nous, on les maîtrise pas du tout. Et donc, ça passe par un apprentissage intellectuel. Donc, on apprend petit à petit à comprendre ces codes, on apprend à les apprivoiser, un peu comme on apprend une seconde langue, mais ça devient jamais naturel. Donc, ça demande toujours un exercice intellectuel qui, du coup, forcément, est fatigant. Et donc à travers cette BD, vous avez voulu en parler, donc ça fait des années que vous en parlez via votre blog notamment. Oui. Pourquoi vouloir en parler comme ça ? D'une part parce que en fait, c'est un syndrome qui est très mal connu en France. Oui, alors en France, c'est vraiment l'hécatombe. L'autisme en France, c'est honteux. On a au moins 50 ans de retard sur la question. Et le syndrome d'Asperger, n'en parlons pas. C'est vrai que c'est notamment dû à la formation des médecins. On n'en parle pas du tout quand ils font médecine. Et donc forcément, ils sortent de là et ils ne savent pas du tout ce que c'est que le syndrome d'Asperger. Limite, ils n'en ont jamais entendu parler, quoi. Donc on a énormément de retard. Et effectivement, moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure, quand j'alimentais le blog, que je recevais énormément de témoignages de personnes autistes qui avaient toutes plus ou moins le même parcours que moi. C'est-à-dire un parcours chaotique, un parcours d'errance diagnostique. Et qui enfin, quand le diagnostic était posé, se sentaient libérés et pouvaient s'écouter et redémarrer une nouvelle vie. Donc ça m'a semblé vraiment essentiel de poursuivre cette sensibilisation, cette information auprès du grand public et des professionnels de santé. Et pour vous, comment ce diagnostic a été trouvé par les médecins ? Alors c'est moi qui l'ai trouvé en fait.
C'est-à-dire que voilà, pendant 10 ans, de ma majorité de mes 18 ans jusqu'à mes 27 ans, j'ai écumé les psychologues, les psychiatres et les médecins en tout genre. Et personne n'a su me dire quelle était l'origine voilà, de mon malaise, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment en très grande souffrance. Et c'est moi qui finalement, par hasard, entre guillemets, je ne crois pas qu'il y ait de hasard dans la vie, mais bref, qui suis tombée sur la description, sur un témoignage du syndrome d'Asperger sur Internet. Et à partir de là, j'ai fait mes recherches et je m'y suis vraiment reconnue. Et c'est comme ça que j'ai entamé une démarche diagnostique auprès de spécialistes, cette fois-ci, qui ont pu poser ce diagnostic. Qu'est-ce qu'elle raconte cette BD? Elle vous raconte vous d'abord? Alors, elle raconte mon parcours avant le diagnostic et puis pendant et après. Voilà. Et on voit l'évolution en fait du personnage, Marguerite, parce que j'ai raconté mon histoire à la troisième personne pour prendre un peu de hauteur. C'était plus facile pour moi de le faire comme ça. Donc, elle raconte vraiment mon histoire et ce qu'on voit en fait au fil du livre, au fil de l'ouvrage, c'est que Marguerite, petit à petit, se réconcilie avec elle-même, avec son identité profonde, avec ce qu'elle est, et elle apprend à composer avec ses limites, mais aussi avec ses possibles. Et ça, c'est vraiment intéressant et je me rends compte qu'en fait, ça parle à tout le monde, parce que c'est vraiment une quête universelle. Être en paix avec soi, tout le monde aspire à ça. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment en paix avec moi, et voilà, grâce à ce diagnostic, parce que j'ai su m'appréhender, etc. Je voulais pas du tout faire dans le pathos, et c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et je préfère que les gens, quand ils lisent mon blog ou quand ils lisent la BD, ils referment après ou ils éteignent l'ordinateur et voilà, ok, c'est pas dramatique en fait. On peut vivre comme ça, on peut vivre bien comme ça. Donc effectivement, pour moi, l'humour, c'est essentiel et l'autodérision, je crois que j'en ai beaucoup. On dit que les autistes n'ont pas d'humour, c'est pas vrai. Bon, en tout cas, je me trouve très drôle, donc voilà. Donc oui, pour moi, c'est très important. Est-ce que, à travers cette BD, vous souhaitez aussi peut-être informer des gens qui seraient porteurs de ce syndrome et qui ne le sauraient pas, vu les atermoiements médicaux autour de ce syndrome? Oui, bien sûr, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent poser comme moi un mot sur leurs différences et qu'elles puissent vivre mieux. Et c'est aussi essentiel pour notre cause, parce que plus la communauté va être importante, plus on va pouvoir avoir aussi un poids politique. Et ça, je pense que c'est très important pour la suite, pour ce qui nous attend. Continuons à parler de vous. Votre activité, c'est aussi un blog que vous alimentez très régulièrement. Et puis, vous avez d'autres projets actuellement? Oui, effectivement. Alors, je travaille notamment sur un projet de documentaire qu'on co-réalise avec Pierre Fétis, qui est lui aussi autiste de haut niveau. Et on l'a appelé ironiquement Bubble, en référence au stéréotype de l'autiste qui est enfermé dans sa bulle. Et c'est un documentaire, un long métrage destiné au cinéma. On a créé un site internet, c'est bubblelefilm.com, et on a mis en place un financement participatif pour nous aider à aller au bout de ce projet. Et le but, c'est toujours le même, parler de l'autisme invisible, voilà, en dédramatisant et voilà.